Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Il y a une autre affaire qui est tombée aussi, c'est qu'il y a une association française qui poursuit le président égyptien pour torture liée à l'orientation sexuelle, parce qu'il n'y en a pas qu'en Tchétchénie, il y en a aussi en Égypte, malheureusement. Donc le président égyptien était en visite officielle en France, et l'association Mousse, vous connaissez l'association Mousse ? Ça me dit quelque chose, je crois qu'on les avait rencontrés même aux États généraux. L'association Mousse en a profité pour déposer une plainte à son encontre pour torture en raison de l'orientation sexuelle. Donc, il y a quelqu'un qui a dit: de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant ne me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. Donc ça, ce sont les mots du président Emmanuel Macron, à l'issue d'un déjeuner de travail avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le mardi 24 octobre, et qui ont le mérite de la clarté. Donc, à écouter le président de la République, le combat commun contre le djihadisme et le partenariat stratégique de la France et de l'Égypte outrepasserait les droits humains. Autre citation, ce président qui se veut l'infatigable avocat des libertés et des droits s'est fait celui d'Al-Sisi malgré le désastre bilan du président égyptien en matière de droits de l'homme. Ça, c'est ce qu'a dit Bénédicte Jeanrode, qui est la directrice de l'ONG Human Rights Watch France, bien sûr, par le biais d'une salve de tweets. Elle évoque une scandaleuse politique de tolérance envers le régime face à la pire crise des droits humains en Égypte depuis des décennies. Rendu public ensuite en septembre 2017, le rapport sur l'Égypte de Human Rights Watch était à ce sujet limpide. Il affichait le nombre de 60 000 personnes arrêtées, 15 000 civils renvoyés devant les tribunaux militaires et dénonçait la pratique de la torture à grande échelle et systématique. Donc cette dérive qui pourrait constituer un crime contre l'humanité n'épargne pas la communauté LGBT. Et dans le même rapport, il est écrit noir sur blanc que depuis 2013, les autorités ont mené une campagne pour intimider, suivre et arrêter les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres LGBT, notamment en piégeant les personnes à l'aide d'applications de médias sociaux. Décidément, on y revient. En amont de la rencontre entre les deux présidents, l'inter-LGBT, pour pas citer bien sûr, l'inter-LGBT avait ainsi appelé Emmanuel Macron à interpeller le président Al-Sisi sur le sort des LGBT égyptiens et égyptiennes. L'interassociative avance dans son communiqué le nombre de 550 arrestations de personnes LGBT recensées depuis l'arrivée du général Sisi au pouvoir suite au coup d'État de 2013. Au lendemain de ce déjeuner à l'Élysée, les justiciers LGBT de l'association Mousse, j'aime pas trop ce mot justicier mais c'est pas grave, les justiciers LGBT de l'association Mousse qui mènent des actions en justice contre les LGBT-phobies ont quant à elles porté plainte contre les présidents égyptiens pour torture à raison de l'orientation sexuelle. Donc comme l'explique le média qui s'appelle Tétu, l'avocat de l'association Étienne Desoulières qui a dit ceci: en vertu du principe de compétence universelle, un auteur de torture étranger qui aurait commis ces actes à l'étranger et envers des étrangers peut en répondre devant la justice du pays où il se trouve si ce pays a signé la Convention internationale contre la torture. Et à la suite de ce dépôt de plainte, le procureur de la République a le pouvoir de déterminer son issue. Il lui revient de décider de poursuivre ou non l'intéressé, et il y a donc fort à parier que dans le cas présent, aucune poursuite ne sera engagée. L'association Mousse compte bien systématiser ce genre de plainte dès qu'un dirigeant étranger soupçonné de torture en raison de leur orientation sexuelle sera reçu en grande pompe à l'Élysée. C'est ce qu'a annoncé l'avocat avant de conclure. L'avocat qui a dit ceci: dans leur pays, ces dirigeants ont le pouvoir et la société civile n'a pas toujours les moyens de les poursuivre. Notre objectif, c'est de montrer qu'ici, c'est une autre paire de manches, en France, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sachant que, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que la loi égyptienne n'interdit pas non plus l'homosexualité. Vous étiez au courant de ça ? Non. Voilà. Enfin, non, je crois pas. Alors, je vous explique, c'est que la loi égyptienne pénalise sournoisement la débauche et l'incitation à la débauche. Donc voilà. D'accord. Voilà. C'est juste ça. Et ben on n'en a pas fini. Donc, hein. Bah, c'est clair.
Je crois que c'est loin d'être fini. Hein. Ah, en France, on est tranquille, hein, mais on n'est pas à l'abri de n'importe quoi. N'importe C'est ça. Mais bon, juste une chose, c'est qu'il faut penser aussi à tout ce que, à nos pays, à nos voisins, quoi, parce que nous, en France, Nos voisins, c'est sûr. voilà, il y en a qui vivent, qui sont homosexuels et qui ont encore du mal aujourd'hui à vivre pleinement leur homosexualité à cause de toutes ces lois anti-droits de l'homme, on va dire, il faut dire ça comme ça, et qu'il faut faire quelque chose. Voilà, je sais pas comment. Et malheureusement, il faut se dire que nos acquis ne sont pas forcément les acquis du pays voisin. Tout à fait. Ah oui, totalement. Ah mais bien sûr. Ah mais complètement. Mais sachant que tout, c'est pas, on n'a pas les mêmes manières de fonctionner, les manières de penser, les manières de vivre, les lois sont pas les mêmes, bien sûr, dans chaque pays. Il faut quand même pas l'oublier. Donc, puis on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas les mêmes, etc., quoi. Donc, chaque pays a sa culture, a son mode de vie et sa manière de fonctionner, que ce soit par les lois. Regarde déjà nous qui sommes voisins. Oui. La Belgique et la France, je veux dire, on est quand même plus voisins que ça, on ne peut pas faire. Et quand tu regardes le fonctionnement de la France par rapport à la Belgique, et il y a certains domaines où on est complètement différents. Surtout que vous êtes, pour un petit pays, très avancé sur le sujet des LGBT. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Ça fait quand même, ça fait combien de temps en Belgique? Ça fait quand même 2003, 2001, je ne sais plus. Oui. 2003, je crois, pour la Belgique. Nous, 2013. Hein. 10 ans de retard, hein, c'est quand même fou. Hein. C'est ça, on est à la ramasse. Oui, donc même si on a réussi, il a fallu se battre pour y arriver. Hein. Et c'est pas gagné. Hein, donc, Ouais. Alors, il reste 2 sujets, j'ai 2 témoignages. Et pas 2 sujets plutôt touchants à vous communiquer. D'abord, c'est sur le sujet des familles homoparentales. Donc, il y a 2 personnes, Natacha et Sarah, qui ont fait le tour du monde à la rencontre des autres familles homoparentales. Donc, Natacha et Sarah sont partis en août 2017 avec leur fils Sacha à la découverte de 3 continents. Et leur objectif, c'est rencontrer des familles homoparentales à travers le monde. Ça, c'est joli, ça. Donc, Sacha, avec sa petite tête blonde et sa bouille malicieuse, a 2 mamans, c'est-à-dire Natacha et Sarah. Ah oui, pas mal. Vous avez remarqué le prénom je viens juste de remarquer le prénom du fils. Je viens juste de voir. J'avais même pas fait gaffe. Combinaison des 2 prénoms des mamans. Ah, c'est mignon ça. C'est joli. Donc, à eux 3, ils forment une famille homoparentale qui a la bougeotte. Et depuis août 2017, la tribu s'est lancée dans un tour du monde en famille. Et d'ici juillet 2018, ils auront arpenté 3 continents et plus d'une dizaine de pays. Le temps d'une année, Natacha, Sarah et bien sûr Sacha vont donc voir du pays, mais leur voyage s'éloignera des sentiers battus des guides touristiques. Natacha et Sarah ont en effet imaginé leur voyage pour qu'ils se construisent à la rencontre des autres. Ces autres familles homoparentales qui, sous différentes latitudes, ont façonné une famille hors du modèle hétéronormé. Donc sous le nom de leur projet, ça s'appelle Love Makes a Family. Une volonté militante qu'elles décrivent au journal Têtu avec les mots suivants. Ils ont dit ceci, les filles, Natacha et Sarah. On souhaite donner de la visibilité à ces familles homoparentales qui sont de plus en plus nombreuses. On veut montrer qu'au-delà de la génétique et des lois existantes dans les différents pays, c'est avant tout l'amour entre parents et enfants qui définit la famille. C'est une campagne de visibilité. Donc, leur famille, voilà quelques années qu'elles ont décidé de la fonder. Les chemins de Natacha et Sarah se sont entrelacés en 2003. Ça date pas d'aujourd'hui, ça va faire bientôt 15 ans. 4 ans plus tard, elles formalisent cette union avec un Pacs. Puis, ça me rappelle des choses quand même tout ça. Un Pacs, dès la loi sur le mariage adopté en France, elles se rendent en mairie. Quelques années auparavant, en 2009, elles avaient pris la direction de la Belgique et de ses terres accueillantes pour les lesbiennes françaises en quête d'une insémination artificielle. Sacha, leur fils, a ainsi pu voir le jour en septembre 2010. Après leur mariage, Sarah a pu l'adopter, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il a officiellement obtenu un certificat de naissance où figurent ses 2 mamans. Donc, les 2 mamans ont dit ceci. Nous sommes fiers de notre famille. Pendant les débats sur le mariage, nous nous sommes investis du sujet en allant manifester et en faisant plusieurs interviews avec des journalistes pour montrer qu'une famille homoparentale peut être une famille heureuse et montrer que notre fils allait bien. C'est ce qu'a soutenu les deux mamans. Pour montrer d'autres familles, comme la leur, les voilà donc décidées à organiser un tour du monde. Avant d'en prendre la route, elles se munissent d'une... Oui, tu veux dire quelque chose, Lionel ?
Je t'ai entendu respirer. Non, c'est parce que j'ai coupé mon micro pour éternuer. Ah, excuse-moi. Donc, pour montrer d'autres familles comme la leur, les voilà donc décidées à organiser un tour du monde. Avant de prendre la route, elles se munissent d'une carte de l'ILGA, donc l'association internationale LGBT, qui recense par pays les droits des personnes LGBT. Donc, etc. Donc, c'était des pays où le mariage était autorisé. Donc, on parle de la Nouvelle-Zélande, la Colombie, ou encore des discussions. Il y a l'Australie, la Chili, qu'elles veulent y aller aussi. Il y a la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. Donc, des pays où ces 4 pays, les 4 derniers pays, ce sont des pays où il n'y a pas de loi contre les homosexuels. Voilà. Donc, elles veulent aller dans des pays où c'est très ouvert envers les LGBT en tout cas. En août 2017, après moult préparations, Natacha, Sarah et Sacha sont sur le départ. Premier continent, l'Asie. Premier pays, la Chine. Pour préparer leur venue, Sarah et Natacha ont cherché à entrer en contact avec des familles homoparentales sur place. Dans plusieurs pays, on va visiter des associations de familles homoparentales, un peu comme la DFH ou la PJL en France, mais pour la Chine, l'histoire est différente. Il n'en existait pas en tant que tel, mais après de nombreuses recherches sur Internet, j'ai trouvé un article sur un couple de lesbiennes qui venait d'avoir des jumeaux, c'est ce qu'a dit Natacha, et j'ai contacté le journaliste qui m'a mis en contact avec lui, avec Rui plutôt, qui est l'une des mamans à qui j'ai pu présenter notre projet. Elle avait un groupe WeChat, un peu comme Facebook, qu'elle avait rappelé Rainbow's Babies, et où des LGBT de toute la Chine échangent des informations sur comment où avoir un bébé. Rui y traduit ce projet de tour du monde quelques jours après l'arrivée de la petite famille, donnant envie à plusieurs membres du groupe d'entrer en contact avec cette dernière. Une fois sur place, Natacha, Sarah et Sacha ont ainsi pu rencontrer des familles ou des couples de lesbiennes dans toutes les villes qu'ils ont visitées. Elles ont dit ceci: nous étions très touchés que ces personnes soient intéressées par notre histoire. C'est comme si nous portions un message d'espoir, dans le sens où nous avons un garçon de 7 ans qui va très bien et qui est très heureux. Ça, c'est ce qu'a analysé les deux femmes. Or, comme a dit Natacha plutôt, elle a dit ceci: l'apparition de familles homoparentales en Chine est assez récente et les familles que nous avons rencontrées avaient principalement des enfants de moins de 2 ans. Natacha, Sarah et Sacha avaient, avec les familles homoparentales à Shanghai, on dit ceci qu'il semble toutefois difficile pour ces familles homoparentales de s'affirmer comme telles. Pour certaines, il s'agit d'un mariage arrangé entre un gay et une lesbienne, c'est ce qu'a décrit encore Natacha et Sarah, et nous pourrions comparer cela à la coparentalité en France, mais il y a une grande différence puisqu'ils doivent vivre ensemble, souvent chez les parents de l'un ou de l'autre. Si c'est pas mignon. La reconnaissance des familles homoparentales est loin d'être effective en Chine. Jusqu'à très récemment, un enfant devait obligatoirement avoir un père et une mère mariés pour obtenir des papiers d'identité. En parallèle, la Chine continue de censurer allègrement les sites internet au contenu LGBT. Cela explique en partie pourquoi ces familles vivent plutôt cachées. Pourtant, le passage des deux familles françaises et leurs fils semble avoir légèrement fait bouger les lignes, parce que d'après Rui, leur visite a motivé les membres de Rainbow Babies à dépasser les discussions en ligne au profit de rencontres physiques. Cela va nous permettre de communiquer plus simplement, de partager les derniers potins, de voir nos enfants jouer ensemble au parc, et cela va nous rendre plus forts. C'est ce qu'elle se réjouit déjà Rui. Et c'est le dernier constat, bien plus surprenant pour le couple, c'est l'engouement des lesbiennes pour les donneurs d'origine occidentale. Elles ont dit ceci: leur but c'est d'avoir un bébé métis car ça permettrait notamment de dire que le papa qui n'existe pas vit à l'étranger. Voilà, un petit sujet émouvant, voilà, parce que ce petit séjour, la rencontre entre une famille française et une famille chinoise, moi je trouvais ça plutôt charmant. Même si la Chine n'est pas totalement ouverte sur les LGBT, moi j'ai trouvé cette rencontre très touchante. C'est pour ça que je voulais en parler. Ouais. Non, c'est mignon. Ça donnerait pas envie de faire ça, de faire des... Ouais, mais bon, moi j'ai pas d'enfant, moi. Ça pourrait ouvrir des portes à beaucoup de choses. Moi j'ai pas d'enfant, je peux pas le faire. Mais s'il y a ceux qui sont parents, ceux qui veulent ouvrir les portes et faire ce genre de voyage, c'est bien. Moi je trouve que c'est une belle... Je sais pas comment expliquer, mais ce que sont fait les mamans, c'est bien. C'est super beau. Voilà, belle démarche. Ah, j'y arrivais à trouver la bon quand même. Très très belle démarche. Que beaucoup devraient faire d'ailleurs. Si on en a les moyens, bien sûr. Il faut gagner au loto pour ça. Oui, c'est pas gratuit tout ça. Ah non, c'est sûr. Mais très très belle démarche. Non, ça donne des idées, ouais. Oui. Bah, s'il y a des sponsors derrière, des personnes qui sont là pour aider, c'est en effet un très très beau projet. Par contre, j'imagine mal les filles avec leurs fils aller au Maroc. Hein. Oui, c'est sûr.
Et pourtant, le Maroc, c'est pas un pays hyper fermé. Hein. Oh, Moi, oui. j'y ai habité, donc je peux témoigner comme quoi. C'est pas un pays moi, quand fermé. j'étais, c'est pas du tout un pays, je veux dire, obtus d'esprit. C'est pour ça que si t'es homosexuel en Maroc, tu vas en prison. Pour ça, Oui, mais bon, comparé à d'autres pays. Ah oui, mais je si peux tu t'assurer parles, que si le tu parles de la Maroc Russie, est oui. pas d'esprit. Si tu parles de la Russie, évidemment, la Russie, la Tchétchénie, etc. Il y en a plein. Mais d'autres. non, ils sont bien en Russie, ils sont bien. Ah, tu vas aller en Ah, Russie putain. tu vas aller en Russie, peut-être, Lionel. Ouais, juste pour boire la vodka. Bien sûr, évidemment. Ouais, mais bon, tu sais, il y a la vodka dans tous les magasins maintenant. Hein. T'es pas obligé Oui, de faire la je sais, Russie. je sais. Alors, sur l'adoption, j'ai un autre témoignage qui, avec comme titre: Pour pouvoir adopter mon fils, je dois mentir, divorcer ou attaquer la France. D'accord. Eh bien oui, ça existe. Alors, il est français de nationalité, il s'appelle François Souiri, et il vit à Londres avec Léandro, son époux. Il a découvert la ville en échange Erasmus, et il y a eu domicile pour vivre avec son compagnon depuis 13 ans, ce qui est beaucoup des années gays, en années gays, il faut quand même le dire. En 2008, les deux hommes ont conclu en Angleterre un civil partnership, donc chez nous c'est le Pacs, hein, c'est la même chose, à l'inverse du Pacs français qui octroie quand même en Angleterre les mêmes droits et devoirs aux homos qu'aux couples hétéros mariés, celui d'adopter en prime. Ils ont dit, les deux hommes ont dit ceci: on s'est rendu en mairie et on a demandé à entrer dans le système d'adoption. Le couple franchit avec succès toutes les étapes du processus d'adoption anglais et accueille un petit garçon de 2 ans en 2012. La simplicité surprend quand on a en tête le parcours du combattant qui doivent franchir les candidats à l'adoption en France, éligibles mais recalés par les conseils de famille qui choisissent le foyer des pupilles de l'État et boudés par les circuits à l'international, à tel point que les associations de familles homoparentales comme l'AFDH ou la PGL sont tentées de dénoncer un droit fictif. Ils ont dit ceci, François a dit ceci: ici on ne pose aucune question sur la sexualité, c'est-à-dire ici en Angleterre. Hein. Depuis 5 ans, les deux hommes sont deux heureux papas, mais sur le sol français. La famille n'a pas d'existence légale. Bien qu'il n'ait pas l'intention de retourner vivre dans l'Hexagone, François a ressenti l'instabilité de cette situation il y a 2 ans, alors qu'un décès dans sa famille l'a poussé à se questionner sur les questions d'héritage. Une citation qui dit: aujourd'hui, ma famille n'a pas légalement l'usufruit de mon héritage. S'il m'arrive quelque chose, ce sera à ma sœur de s'assurer que mon fils et mon mari auront quelque chose. Et avec le Brexit, ça complexifie encore plus les choses. Est-ce qu'on va se retrouver à faire la queue séparée avec les Européens et moi d'un côté et mon mari et mon fils sur l'autre fil dédié aux Anglais? En 2015, le couple se rend donc auprès du consulat français pour régulariser son livret. On leur indique qu'ils peuvent convertir leur partenariat civil en mariage plutôt, et en vertu de la loi britannique qui l'a autorisé 2 ans plus tôt, ce qui facilitera la conversion de l'adoption plénière sur le sol français. Il s'exécute et le gouvernement réédite l'acte de partnership en mariage, conservant la date initiale de l'union. Mais lorsque François et Léandro regagnent le bureau du consulat français, ils se retrouvent dans une impasse. On leur indique que la transcription de leur acte de mariage est impossible car celui-ci ne remplit pas les cases de la loi française, comme la présence de témoins et la nécessité d'une cérémonie publique, et est datée d'avant la loi du mariage pour tous, laquelle n'a pas d'effet rétroactif. Et nous ont ils ont témoigné ceci, ils ont dit: ils nous ont induits en erreur, mais en même temps, ils ne savaient pas comment le gouvernement anglais allait convertir notre union. C'est ce qu'a temporisé François, malgré le cul-de-sac administratif dans lequel son mari et lui se retrouvent. Car sans reconnaissance du mariage, ils ne peuvent faire reconnaître leur acte de paternité. Or, ils ne peuvent pas non plus se marier en France, car la loi interdit de telles unions pour un couple déjà marié à l'étranger. C'est encore plus compliqué, hein. Donc il y a une citation qui dit: c'est franchement bizarre que nous n'ayons pas encore de législation européenne sur la reconnaissance du mariage entre les États membres. C'est ce que s'est étonné l'avocat britannique Colin Rogerson, qui est cité par le site d'information juridique Above the Law. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé, même entre 2 pays qui autorisent le mariage homosexuel. Donc François et Léandro ne tardent d'ailleurs pas à trouver d'autres couples homos dans le même bourbier, réunis dans un groupe de conversion Facebook. Dans une communication officielle, ils se font appeler les indésirables. C'est un peu fort qu'on soit François, mais c'était pour marquer le fait qu'on n'ait pas voulu en Angleterre et pas les bienvenus en Europe non plus.
Ils sont 6 couples, actuellement ils sont 6 couples à chercher une solution par message interposé, mais le nombre réel de personnes impactées par cette absurdité administrative pourrait être bien plus élevé, car elle concerne tous les couples bi-européens qui ont converti leur partenariat civil en mariage, soit uniquement des couples de même sexe, le civil partnership n'étant pas ouvert aux couples hétéros outre-Manche. Du côté français, on leur propose pas d'autre solution que de dissoudre leur union britannique afin de pouvoir se remarier en France. Or, en Angleterre, il faut prouver qu'on ne vit plus ensemble depuis 2 ans. C'est-à-dire que le couple a dit ça. Et surtout, nous, on a un enfant au milieu. Donc c'est non. C'est ce qu'assène François. Il a rajouté ceci, il a dit « On nous oblige de passer par un biais qui est certes légal, mais qui n'est pas normal. » Coincé entre 2 administrations, le couple envisage même de se marier à Las Vegas pour court-circuiter le processus. Mais, comme a dit François, mais si on fait cela, il est clair que l'on va appeler la presse pour dénoncer ces lacunes légales. Autre option plus ou moins dans les clous, cocher non sur le formulaire de mariage à la case, il y a une question qui se dit « Êtes-vous déjà marié à l'étranger ?» et préciser leur situation en commentaire, mais cela serait joué avec la légalité, c'est ce que donc refuse François. Surtout pour pouvoir se marier en France, le couple doit justifier d'y être domicilié, vous savez où ? En France et pas en Angleterre. Donc ça veut dire quoi ? Louer un Airbnb pendant 2 mois et trouver un maire sympa pour jouer la combine, point d'interrogation, c'est ce qu'a dit François. Donc au final, François préfère passer par la voie légale. Sur le courrier officiel type que lui a adressé à lui comme à chaque indésirable, le gouvernement français, avec une mention en gras, ils ont dit ceci. Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient d'assigner le parquet de Nantes devant le tribunal de grande instance. L'option est répétée par téléphone à l'adresse d'un autre couple qui entend au bout du fil. Si vous divorcez, si vous nous attaquez, on a tout pris le même avocat auquel on doit chacun payer les frais. C'est ce qu'a continué François. Et non, par contre, j'ai dit une bêtise. Au bout du fil, c'est soit vous divorcez, soit vous nous attaquez. Voilà, ça c'est, j'ai pas si, c'est soit vous divorcez, soit vous nous attaquez. C'est-à-dire qu'ils ont au téléphone, ils laissent pas le choix aux indésirables par rapport à ça. Et donc François a répondu CCI, il a dit on a tous pris le même avocat auquel on doit chacun payer les frais et on va devoir répéter ça pour l'acte de paternité. Ce qui est aberrant, car si nos frais de justice nous sont remboursés, ça va coûter de l'argent au gouvernement français. Une considération pécuniaire que les 2 hommes espèrent, par leur action, éviter aussi aux prochains couples qui rencontreront cet obstacle. On sait qu'on va gagner, mais on sait que ça peut prendre du temps. Or, aujourd'hui, mon fils a déjà 7 ans, je ne vais pas attendre 10 ans, c'est ce qu'a dit François. La première audience est fixée au mardi 7 novembre prochain. Afin d'entendre la conclusion du procureur de la République sur cet imbroglio administratif, et en l'absence de conclusion, le tribunal fixera la date d'une audience ultérieure, lors de laquelle l'affaire sera jugée quoi qu'il en soit, c'est ce qu'a certifié leur avocat. Voilà leur histoire, c'est un truc de fou, en tout cas, un truc de malade, hein. Comme quoi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué. C'est ça, c'est vachement complexe en fait le système. Ça, c'est un truc de dingue. Disons qu'on a appris beaucoup de choses, mais par contre, en matière européenne, je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. C'est ça. Voilà. C'est impressionnant. Comme toute chose, je vais dire, comme toute chose au début, c'est toujours complexe parce que ils n'ont pas pensé à toutes les possibilités. Et donc, c'est les premiers qui entrent dans cette nouvelle loi, comme ici. Tout ce qui est nouveau par rapport à l'homosexualité, le mariage, etc. Eh bien, c'est les premiers qui vont pâtir des couacs dans les lois, etc. Hein. En tout cas, pour l'instant, ils vont avoir du mal à s'installer en France comme ils voudraient. Hein, donc, ah oui. Ça va être un peu compliqué. Après, en plus, autre problème, c'est que l'Angleterre n'est plus européen. Enfin, l'histoire du Brexit, il faut quand même pas l'oublier. Donc ça complique les choses en plus par rapport à ça. Et ils n'ont pas de chance. Après, ils sont obligés de divorcer pour se marier en France. Ouais, mais ils sont bon. Est-ce que vous trouvez ça normal tout ça ou pas ? Bah non, ça me paraît un peu débile dans le sens où ils sont obligés de divorcer donc de là où ils sont pour pouvoir c'est complètement aberrant. Sauf que comme ça fait pas 2 ans qu'ils ne sont pas séparés de biens et de corps, ils peuvent pas demander le divorce.
Par Donc, contre, comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue. j'ai une question, Eve, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet l'année dernière. Quand tu étais avec Nat, à cette époque-là, Oui. comment c'était entre vous parce que c'est quand même l'union d'une Française et d'une Belge. Jusque-là, tu me suis. Ça serait c'est comment pour le mariage et il aurait fallu se marier dans un pays, il aurait fallu. Comment ça se serait passé? Mais moi, par exemple, je me suis mariée au Maroc. Ah bon, ça, je savais pas ça. Oui. Oui, moi je me suis mariée au Maroc, donc ça s'est fait via des adouls. Les adouls, en fait, c'est en quelque sorte comme si c'était des prêtres notaires, si tu veux. Mhm. Donc il faut la cérémonie religieuse et en même temps officielle. Et comme ça a été fait en arabe, il a fallu, quand j'étais ici en Belgique, prendre un traducteur officiel, donc reconnu par les tribunaux, pour traduire l'acte de mariage et le rendre officiel. D'accord. Sauf que tu as oublié un détail, c'est que le Maroc n'est pas européen. Oui. Ici, parce que Nat, elle me dit, oui, mais si quand on va se marier, tu gardes ton nom ou tu prends le mien. Et je dis, ici en Belgique, chacun garde son nom de famille, en fait. Mhm. Oui, mais vous auriez fait comment le mariage Maintenant, je suis déjà. mariée avec Nat. J'aurais pu utiliser, je peux utiliser son nom de famille en disant Madame Guillard. Enfin, ça serait commencé comment déjà, il aurait fallu trouver un domicile et pas deux. Déjà, il aurait fallu soit vous marier en France, soit vous marier en Belgique. Mais sachant que vous avez deux nationalités différentes, ça serait passé comment? Mais je crois qu'elle aurait dû réunir des papiers donc d'actes de naissance, etc. Elle aurait dû passer par l'ambassade française pour avoir des documents pour rendre le mariage légal. Donc, il faut passer par l'ambassade. D'accord, ok. Donc ça, je savais pas. Donc, j'apprends des choses. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.